Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au débat sur les 100 jours du gouvernement. Nous sommes naturellement à la primature pour mettre nos projecteurs sur les actions concrètes menées ici depuis que Dr Choguel Kokala Maïga a été nommé Premier ministre. C'était exactement le 7 juin 2021 au soir de la prestation de serment du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. 100 jours après, quel bilan peut-on retenir de la gestion de l'exécutif gouvernemental? Nous allons le savoir tout à l'heure. Et pour l'animation, je suis avec mes confrères Mohamed Ataher Alidou de Djoliba TV. Bonsoir, chers confrères. Ibrahim Traoré de l'ORTM. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir, Syrah. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. 100 jours de route aujourd'hui, 100 jours d'activité. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous tenez bon? Je voudrais commencer par m'incliner devant la mémoire de tous les Maliens qui tombent tous les jours, les amis du Mali, mais aussi et surtout devant la mémoire des Maliennes et Maliens qui sont tombés pendant la lutte qui a conduit à une situation qui fait que je suis là aujourd'hui. Je voudrais saluer aussi les milliers, j'allais dire des millions de Maliens qui ont manifesté pour que le changement ait lieu le 18 août 2020. Je suis aujourd'hui dans un état d'esprit habité par l'obligation, le sens de l'obligation de répondre aux aspirations légitimes pour lesquelles les Maliens se sont mobilisés. Et c'est ce qui fait que tous les jours pratiquement, mes collaborateurs peuvent témoigner, je suis là de 5h30 à 21h, 22h tous les jours. Donc c'est un esprit d'obligation, un esprit de responsabilité, un esprit qui doit nous guider à obtenir obligatoirement des résultats dans le laps de temps qui nous est imparti. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent depuis que vous êtes au commandant à la primature? C'est peut-être aux Maliens d'apprécier. Ce que je sais, c'est que dès que nous nous sommes installés à la primature, nous avons identifié très clairement les priorités auxquelles il faut s'attaquer, les raisons de ce qui a pu apparaître comme une sorte de mobilisme pendant les 9 premiers mois pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs et répondre aux aspirations des Maliens. C'est certainement l'opinion qui peut dire si elle est satisfaite. Et nous faisons ce que nous devons faire avec l'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de diriger, avec la confiance du président de la transition, sous son autorité et sous ses orientations. Je rappelle de passage que le Mali indépendant a 61 ans. Nous sommes dans la mouvance de la célébration du 22 septembre. Nous allons en parler en fin d'émission. Mais ce débat sera focalisé sur les 4 axes du plan d'action du gouvernement, le renforcement de la sécurité, l'apaisement du climat social, les réformes politiques et institutionnelles et la promotion de la bonne gouvernance. Mais avant, j'aimerais encore une fois de plus qu'on parle de cette question d'actualité, Monsieur le Premier ministre, c'est celle relative à la prolongation de la transition et c'est sur toutes les lèvres aujourd'hui. La transition sera-t-elle prolongée ou pas? Le gouvernement a dit et continue de dire qu'il fera tout ce qui est possible pour être dans les délais prescrits. Le gouvernement dit aussi qu'il fera tout pour réussir l'organisation des assises nationales de la refondation pour restituer la parole aux Maliennes et Maliens qui diront quelle orientation, quel rythme veulent-ils imprimer à la transition. Au sortir des assises nationales, je crois que nous pourrons donner des indications plus précises. Pour l'instant, nous travaillons à respecter les engagements qui ont été pris devant la communauté internationale. Parce qu'en fait, les dates et les délais qui ont été donnés étaient donnés sans avoir imaginé les questions qu'il faut résoudre avant d'y arriver. Nous procédons de façon plus scientifique. On pose les problèmes qu'il faut résoudre un à un et en fonction de là, on dit voici à quelle date on aura fini de les résoudre et on peut faire les élections. Avant, on a fixé la date sans se poser la question par quelle étape il faut passer.
Mohamed Attaré a une question. Monsieur le ministre, justement sur la question, quand on vous entend parler, on a l'impression que vous avez tout le temps, alors que nous sommes dans une transition. Donc une transition, par définition, doit être courte. Les assises de la nationale de la transition, vous les proposez, mais la classe politique rejette l'offre et se pose même des questions sur sa pertinence et même sur son coût. Est-ce que vous allez renoncer? Est-ce que vous allez jusqu'au bout? Vous savez, la classe politique est diverse. Au Mali, la société ne se limite pas à la classe politique. Nous parlons des forces vives. Les forces vives, c'est la classe politique, c'est les syndicats, c'est la société civile, c'est les fêtières, c'est les organisations socio-professionnelles, c'est les autorités traditionnelles, les différentes organisations, les chefferies traditionnelles, les paysans, les éleveurs. C'est tout cela qui constitue les Maliens. La classe politique, c'est une partie. Et c'est au sein de la classe politique qu'il y a une partie qui n'est pas d'accord avec la façon de travailler du gouvernement. Ce qui est normal en démocratie. Mais ce que je constate seulement, pour la quasi-totalité, ce sont les partis qui constituaient la majorité qui avait le pouvoir et que le peuple a rejeté. On est en démocratie, ils sont libres d'exprimer leur volonté, mais le peuple, ce n'est pas seulement eux. Deuxièmement, vous regardez par exemple l'organe unique de gestion, on y viendra, mais c'est un exemple assez illustratif. Jusqu'à la dernière mission de la CEDEAO au mois de mars 2021, toute la classe politique, toute la société civile disait qu'il faut un organe unique de gestion des élections pour minimiser les risques de contestation des élections. Il ne s'agit pas de les éliminer totalement. Et brusquement, moins de 60 jours après, dès qu'on a nommé un nouveau Premier ministre le 7 juin, une partie de la classe politique, comme je dis, essentiellement des partis de l'ex-majorité, tous disent qu'ils ne sont plus d'accord. Ils disent « allons-y aux élections, quel que soit ce qui va advenir ». J'ai rappelé à plusieurs fois, quand on ne sait pas tirer les leçons de son histoire, on ne peut pas avancer. Au Mali, il y a eu deux crises politiques majeures, en 1997 et en 2020. L'une a failli emporter le régime. Elle a laissé beaucoup de dégâts dans la société, beaucoup de fractures. La deuxième a emporté le régime. Les deux se sont conclus à la suite d'un débat qui ressemble à celui que nous vivons aujourd'hui. En 1997, pendant 2 mois, la classe politique et le gouvernement ont débattu. La classe politique dit « créons les conditions minimales de transparence des élections ». Le gouvernement qui a fait 5 ans sans faire les listes électorales dit « je suis tenu par les délais, il faut qu'on aille aux élections, quelles que soient les conditions ». On les a tenus, vous connaissez la suite, une crise politique avec des morts, des emprisonnements, dont je dis souvent, le père de l'hymne national du Mali, Sédou Badian Kouyaté, vous vous rappelez, s'est retrouvé dans la même cellule que le colonel Youssouf Traoré du Sémélène, à Koulikoro. Vous avez Malamine Traoré, une figure emblématique de ce qui est convenu d'appeler au Mali le mouvement démocratique, qu'on a fait promener dans une bâchée pour l'humilier à Bamako, le déporter à Abla, le mettre dans la même cellule que Omar Kanouté, membre du BC, Muntagatal déporté à Kita, dans la même prison que les prisonniers de droit commun, Omar Mariko, contestataire de tout le temps du régime de la Deuxième République, mais qui n'était jamais obligé de quitter le Mali. Il a été obligé de s'exiler pendant 8 mois parce qu'il disait qu'on voulait attenter à sa vie. Bon, c'est pour vous dire que en 1997, c'était comme ça. En 2020, pendant 2 mois, l'opposition dit « créons les conditions d'organisation d'élections transparentes ». Vous avez reporté le mandat de l'Assemblée 2 fois, reportons une dernière fois pour faire. Le gouvernement Nido, délai. On est arrivé, vous connaissez la suite. On a le même débat aujourd'hui. Les partis de l'ancienne majorité, qui est tombé le 18 août, disent qu'il faut les élections tout de suite. Le reste de la société malienne, la société civile, une bonne partie, sur les 200 et quelques partis, vous avez peut-être une trentaine qui disent tout de suite. Nous avons la responsabilité aujourd'hui, sous la haute direction du président de la transition, de faire les choses de manière à ce qu'on n'ait pas de crise politique après les élections. C'est ça notre objectif. Compris qu'il n'y a pas eu de consensus. Ibrahim Traoré, votre question. Monsieur le Premier ministre, vous êtes aux affaires depuis 100 jours, donc au fait de la réalité. Vous dites tout le temps qu'il faut dire la vérité, toute la vérité aux Maliens. Alors personnellement, sans détail, Monsieur le Premier ministre, à vous entendre, on a
besoin de prolonger cette transition. Est-ce que c'est ce que vous allez proposer aux Maliens? J'imagine quand même qu'il y a un document de base sur lequel les Maliens vont discuter. Est-ce que, oui ou non, vous allez proposer aux Maliens de prolonger cette transition? La première des choses que nous avons faites lorsque nous sommes venus aux affaires, c'est de diagnostiquer la situation. Vous savez qu'on dit un bon diagnostic vaut mieux qu'un mauvais traitement. Diagnostic, pourquoi la transition était bloquée pendant 9 mois? Les grèves n'en pas fini, donc nous avons apaisé le front social. Pendant 9 mois, c'était des grèves. Il n'y a pas de grève aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons pris l'organe unique. Pendant 9 mois, on débattait. On peut le faire, on ne peut pas le faire. En 2 semaines, on a mis ensemble ceux qui disent qu'on peut le faire et ceux qui disent qu'on ne peut pas le faire. En 3 heures de débat, on a tranché, on peut le faire. Aujourd'hui, il y a un chronogramme de mise en place de l'organe unique. Il y a un chronogramme des élections. Aux sorties des assises nationales, lorsqu'on a exposé à tous les Maliens, on donnera des dates précises. Est-ce que le 27 février sera tenu? Est-ce que c'est de quelques semaines, de quelques mois, de plusieurs mois? On pourra répondre à cette question de façon précise aux sorties des assises. Nous ouvrons par le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, acquisition de matériel pour les FAMA, le recrutement au sein des forces armées, entre autres actions entreprises. Nous proposons ce résumé avec les images d'archives sur les efforts du gouvernement dans le cadre du renforcement de la sécurité, et c'est avec Aridou Matina. Préserver l'intégrité du Mali et assurer la sécurité des Maliens sont autant de défis auxquels nos FAMA font face. L'armée malienne est au cœur de la lutte contre le terrorisme. Les actions des FAMA sont tournées vers cette guerre asymétrique. Et pour la gagner, le Premier ministre promet de renforcer la formation des forces de sécurité et de défense et de mettre à leur disposition des moyens humains et matériels supplémentaires pour permettre le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base, principalement dans le nord du Mali. Déjà, d'énormes efforts sont consentis pour l'acquisition des matériels militaires, des véhicules et des avions. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité sera poursuivie avec une détermination sans faille. Pour ce faire, le gouvernement s'engage à mettre tous les moyens matériels et humains nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité, aux fins de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne. Cette stratégie de sécurisation du pays doit également passer, selon lui, par l'appui et le redéploiement de l'armée reconstituée. Le chef du gouvernement prévoit de s'attaquer aussi à la relecture intelligente et consensuelle de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est là pour en garantir une appropriation collective et le renforcement de son caractère inclusif. Dr Choguel Kokala Maïga a indiqué que son gouvernement alliera plus efficacement les opérations purement militaires qui donnent des résultats de plus en plus probants avec la création de meilleures conditions sécuritaires. Au niveau du volet coopération, il faut noter la diversification des partenaires, toute chose qui permettra aux FAMA de bénéficier de l'assistance et de l'expertise d'autres partenaires. Des actions de renforcement de la sécurité, Monsieur le Premier ministre, le Mali aurait un accord en vue avec la société russe Wagner pour la venue de mercenaires. Vous confirmez ou bien vous infirmez cette information? Vous savez, les questions de défense par définition n'ont pas vocation à être débattues à la place publique. Vous le savez très bien. Pour le reste, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de rumeurs à la date d'aujourd'hui que de réalités. En tout état de cause, le gouvernement travaille à se donner les moyens politiques, stratégiques, militaires pour assumer la souveraineté de notre pays. Cela passe forcément, je dis logiquement, par une diversification de notre partenariat. Nous sommes un État souverain. Nous n'avons rien à cacher. Si demain, nous estimons que nous devons coopérer avec tel ou tel pays, nous le dirons publiquement aux Maliens. Deuxièmement, nous avons nos partenaires classiques qui continueront à occuper leur place et leur place de choix dans le processus de défense de notre pays. Les
rumeurs qu'il y a ici et là, dont nous avons le sentiment que c'est beaucoup plus pour mettre la pression sur le gouvernement pour l'amener à rentrer dans une communication tous azimuts, nous ne vont pas nous détourner de notre objectif, c'est d'aller calmement, méthodiquement, avec persévérance et suite, dans la logique de nous donner les moyens de défendre notre pays. Et donc, si on nous accuse de chercher des partenariats, je dis qu'à la date d'aujourd'hui, c'est au stade des rumeurs. Le jour où il y a quelque chose d'officiel, nous ne le cacherons pas aux Maliens. Nous n'avons pas besoin d'aide de le cacher. Mais il y a beaucoup plus de pression médiatique et politique sur le gouvernement aujourd'hui que je pense que de faits réels. Est-ce que la coopération russe, on peut compter sur ça? Vous savez, au Mali, la Russie, l'ex-Union soviétique et la Russie sont les pays qui ont formé le plus d'officiers et de sous-officiers. Les 90% de l'armement malien, c'est d'origine russe. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un gouvernement responsable, qui a souci de la défense de son pays, peut s'interdire toute coopération avec la Russie, peut s'interdire toute coopération avec d'autres pays? C'est comme aujourd'hui, si on décide de s'interdire de coopérer avec notre partenaire stratégique qui était à nos côtés de 2013 à maintenant, la France. Un gouvernement responsable ne peut pas imaginer ça. Donc, nous sommes un gouvernement qui reste chevillé aux intérêts du peuple malien. Les pays avec lesquels il faut coopérer pour sauvegarder notre indépendance, pour nous donner les moyens de nous défendre, nous allons le faire et on n'a rien à cacher. Pourquoi on ne coopérerait pas avec les États-Unis? Pourquoi on ne coopérerait pas avec l'Allemagne? Pourquoi on ne coopérerait pas avec la Chine, avec l'Angleterre? Pour nous, le gouvernement malien d'aujourd'hui, en tout cas celui qui est en place d'aujourd'hui, ne s'interdit aucune coopération pour se donner les moyens de défendre notre territoire. Par contre, nous ne pouvons pas jeter la pierre à nos partenaires classiques. Il y a des partenaires classiques du Mali, des partenaires stratégiques du Mali, qui ont aussi leur place. La coopération avec un pays n'est pas exclusive de celle d'avec un autre pays. La preuve d'ailleurs, les officiers maliens de tout le temps, ils ont été formés dans toutes les grandes écoles, en Chine, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Maroc, en Algérie, au Nigeria, partout. C'est un procès qu'on nous fait, qui n'a pas lieu d'être. Nous n'avons aucun complexe aujourd'hui de dire clairement que nous voulons nous donner les moyens de défendre notre pays. Monsieur le Premier ministre, en visite à Ségou, vous avez déclaré, je cite, « Il y a 2 hommes en tenue à la tête de la transition, un soldat en action et un autre de réserve. » On peut dire que c'est une chance, Monsieur le Premier ministre. Mais aujourd'hui, les populations de Farabougou, de Nyono, d'Ansongo, pour ne citer que celles-ci, sont terrorisées, terrifiées. Qu'attendez-vous pour être justement sur le terrain? Parce que vous le savez mieux que moi, en tant que soldat de 2e classe, que l'efficacité du soldat, c'est surtout le terrain. Je l'ai dit parce que c'est la réalité. Le président, c'est un soldat d'actif. Le Premier ministre, c'est un soldat en réserve. J'ai l'habitude de dire, 2e classe, ça fait certains, matricule 24831, et qui ont une claire conscience du fait qu'un État qui ne peut pas assurer ou qui ne se donne pas les moyens d'assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un État légitime. Et donc, nous avons trouvé une situation que vous savez, pendant des décennies, la désarticulation de l'armée a pris son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Un territoire vaste, avec souvent des partenaires qui nous ont abandonnés en plein vol. Nous sommes obligés de redéployer les peu d'effectifs qu'on a, 20 000 personnes pour un territoire de 1 240 et quelques mille kilomètres carrés. Manifestement, ça va manquer quelque part. Et nous sommes dans une guerre asymétrique où chaque fois qu'il y a un manque quelque part, ils concentrent leurs énergies. Maintenant, on est obligé de redéployer nos armes, nos forces, pour aller occuper les lieux laissés vides par certains partenaires. Ça fait des manques quelque part. Les autres, nos adversaires, s'organisent pour être là où on n'est pas.
on essaie de faire face à la situation. Et c'est pour cela, justement, que nous avons besoin de diversifier notre partenariat et notre coopération militaire. Parce que, aujourd'hui, je vous l'ai dit, il n'y a pas une région où il n'y a pas des opérations militaires. Il n'y en a pas. Par contre, là où les populations sont attaquées, effectivement, sur le plan émotionnel, et les résultats négatifs sur la population, on le sent. Mais il y a de gros efforts qui sont en cours. Et dans les mois, les semaines à venir, nous sommes en train de nous doter des moyens aériens importants pour faire face à cette situation. Parce que sans la domination de l'air, dans un État vaste comme le nôtre, on ne peut pas assurer de façon confortable la défense. Vous imaginez que souvent, les quelques petits moyens que nous avons, quand on veut les mettre en action, il y a des artifices qu'on utilise pour nous interdire de voler sur notre propre territoire. On ne peut pas rester comme ça. Malheureusement, les populations sentent les effets négatifs, les populations souffrent. Ce que je peux leur dire, c'est que le gouvernement aujourd'hui cherche à tout faire pour se donner les moyens d'arriver à la sécurité totale dans le pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Vous êtes encore dans les promesses. Les terroristes ont de nouveaux modes opératoires. Ils s'attaquent de plus en plus directement aux populations. Ils empêchent les forains d'aller à la foire. Ils empêchent les paysans d'aller au champ. Très concrètement, à ce jour, de votre venue à ce jour, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain pour que ces populations puissent vivre tranquillement, pour qu'on puisse arrêter de massacrer les villageois dans le pays profond, Monsieur le Premier ministre? Vous savez, on ne nie pas qu'il y a des attaques ciblées avec des conséquences graves. Mais souvent, quand j'écoute, on a l'impression que ça a commencé avec l'arrivée de ce gouvernement. Or, la situation était beaucoup plus grave avant l'arrivée de ce gouvernement. Mais ça ne peut pas nous amener à croire qu'il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est que, vous savez, il y a plus de 9000 patrouilles qui sont prévues, sur lesquelles il y a 3000 patrouilles qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de lieux où on a empêché les terroristes d'agir. Il y a beaucoup de lieux où des actions fortes de l'armée ont été menées. Elles ne sont peut-être pas beaucoup médiatisées. On médiatise surtout là où il y a des embuscades, là où il y a des morts. Mais je vous assure qu'on n'est pas dans les promesses. On est dans l'action, au quotidien. Aujourd'hui, les militaires maliens sont plus déterminés que jamais pendant les 30 dernières années. Plus que jamais. Et le gouvernement est décidé. Vous allez le sentir sur le budget d'État, sur les économies que nous avons faites en réduisant le train de vie de la pauvreté de près de 100 milliards. Une bonne partie est affectée parce qu'on veut se donner les moyens de sécuriser ces populations. Monsieur le Premier ministre, nous avons des partenaires sur le terrain quand même. Les populations sont écœureuses de savoir aujourd'hui que ce partenariat existe et que la situation d'insécurité reste. Est-ce que le partenariat avec les autres forces tient toujours? Je dois d'abord rendre un hommage à tous les soldats étrangers qui tombent sur nos territoires pour défendre notre pays aux côtés de leurs frères d'armes maliens. Nous ne devons pas nier cela. Nous ne devons pas nier les efforts qui sont faits par certains de nos partenaires depuis des années. Mais le constat de la plupart des Maliens, dans la rue, vous pouvez demander même à l'auditoire, les gens se disent, les forces internationales en intervenant en 2013, il avait été dit aux Maliens que c'est pour empêcher le terrorisme. Je me rappelle bien des propos d'un chef d'État d'un pays ami qui dit que l'objectif de l'opération Serval, c'était de détruire le terrorisme, de permettre à l'État malien d'asseoir son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire et mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies, in extenso. Près de 8 ans après, le constat, c'est que le terrorisme s'est étendu. La souveraineté de l'État n'est pas exercée sur l'ensemble du territoire. Les résolutions des Nations Unies changent d'année en année. Tirez vous-même les conclusions. C'est pourquoi, globalement, les Maliens s'interrogent. Et c'est pour ça que le gouvernement dit aux partenaires, asseyons-nous, discutons, au lieu de nous accuser de ceci ou faire des procès d'intention. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de la communauté internationale, nous avons besoin de nos partenaires que je félicite. Ils font ce qu'ils pensent être utile pour eux.
ou qu'ils peuvent faire. Il y a des opérations qui sont déclenchées sur notre territoire, on n'a pas demandé notre avis avant de les annoncer. L'opération Takuba, ce n'est pas en concertation avec le gouvernement malien que ça a été annoncé. Ça a été annoncé, on a été mis devant les faits accomplis, on fait avec. Ça, c'est un exemple. Mais cela ne va pas nous amener à nier les efforts qu'ils sont en train de faire. À côté de nous, à côté des forces du G5 Sahel, nos frères tchadiens qui sont venus sur notre territoire, tous les efforts qui sont faits par tous les pays doivent être reconnus. Nous devons les remercier, mais nous ne devons pas nous tromper. La défense du territoire malien n'aura jamais son sens que lorsque les Maliens eux-mêmes peuvent l'assumer. Personne ne peut assurer votre défense. Concernant les multiplications des actions terroristes qui donnent l'impression que le gouvernement est impuissant, mais il y a d'autres pays où toutes les puissances du monde se sont retrouvées. Est-ce qu'ils ont empêché la multiplication des attaques terroristes au point qu'un jour ou l'autre, ils ont plié bagage, purement et simplement. Mais nous ne pouvons pas plier bagage parce qu'on n'a pas où aller. C'est pour cela qu'on doit se donner les moyens de défendre notre pays. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Et la transition va laisser des traces indélébiles et il transmettra au prochain gouvernement une logique de restauration des moyens de défense de notre territoire. Monsieur le Premier ministre, au-delà de la défense nationale, nous avons également la sécurité. Le banditisme qui grandit dans la capitale malienne et sur les grandes routes. Qu'est-ce qui est mis en œuvre concrètement pour protéger les voyageurs sur nos routes et les populations dans nos grandes villes? Tout ce qui est mis en œuvre, c'est ce qui a été annoncé dans le programme d'action gouvernementale. Aujourd'hui, la multiplication des patrouilles, aussi bien militaires que sécuritaires, est évidente. Par contre, la multiplication du banditisme, nous ne pouvons rien contre. Ce que nous pouvons, c'est de leur opposer, chaque fois que c'est nécessaire, les moyens de l'État. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous avons aussi une part de nos citoyens dans l'insécurité, tous les accidents qu'il y a sur les routes, avec des dizaines et des dizaines de morts. Souvent, c'est des erreurs humaines. Vous avez, sur le plan de l'insécurité, vous voyez tous les grands bandits de grands chemins que nos forces de sécurité, que je félicite au passage, mettent hors d'état de nuire tous les jours. Il ne se passe pas une semaine, que ce soit dans les aéroports, dans les quartiers périphériques, à l'intérieur du pays. La vérité, il faut qu'on le dise aux Maliens. Notre pays a négligé le principal outil d'exercice de la souveraineté d'un État. C'est des erreurs stratégiques qui ont été commises par les hommes politiques. Il ne faut pas le nier. Ce n'est pas pour accuser des gens, mais c'est des faits. L'outil de défense a été désarticulé. L'impunité, la corruption s'est installée au cœur de l'outil de défense. Ce qui fait que notre outil de défense n'arrive plus à assumer les fonctions qui doivent être les siens. Pas par la faute des militaires, encore qui travaillent sous ordre, par la faute des mauvaises politiques. On ne peut pas imaginer un pays de 1 240 et quelques mille kilomètres carrés qui a un effectif de 20 000 hommes. Pendant 30 ans, on n'a pas pu multiplier par 10, 20. Vous prenez le budget de l'armée. Il y a peut-être 30 ans, c'était 30 milliards. Aujourd'hui, le budget des forces armées de sécurité, c'est près de 25%, 20 à 25% du budget national. Mais pourquoi les effectifs n'ont pas évolué autant? Pourquoi l'équipement n'a pas évolué autant? Bon, toutes ces questions, beaucoup imaginent que c'est la transition qui va apporter les solutions à tout cela. La transition va apporter des solutions, mais certainement qu'elle ne peut pas tout résoudre. J'entends beaucoup de critiques, par exemple, dans l'opinion. Il y a les citoyens ordinaires qui sont écœurés. Ils sont dans leur droit de l'insécurité. Mais il y en a qui soufflent sur cette braise-là, en oubliant qu'il y a quelques mois seulement, c'est des centaines, 120, 140 personnes qui mouraient. Certains de ceux qui ne disaient rien en ce moment ou qui critiquaient ceux qui s'étonnaient sortent aujourd'hui pour venir présenter ces chiffres-là. Ce que je pense honnêtement, c'est que les Maliens ont raison de se plaindre de l'insécurité. Les Maliens ont raison souvent même d'avoir le sentiment que le gouvernement ne fait pas beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire aussi aux Maliens, c'est que ce gouvernement est totalement dédié. Si vous prenez les statistiques, toutes choses égales par ailleurs, il y a 1 an, il y a 2 ans,
les statistiques de l'insécurité étaient beaucoup plus graves que maintenant. Tout le monde peut le constater. Mais les citoyens voient ce qu'ils vivent aujourd'hui. Notre rôle, c'est de ne pas nier cette situation, mais de continuer à chercher les solutions. Monsieur le Premier ministre, vous parliez dans le programme d'action gouvernementale d'opérationnalisation du partenariat stratégique. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre là? L'opérationnalisation du partenariat stratégique, c'est d'être actif dans les différents outils de partenariat de défense. Vous avez le G5 Sahel, vous avez les différentes opérations militaires. Nous avons dit clairement, je l'ai dit dès le 4 juin, au meeting commémoratif de l'an 1 des mouvements de rassemblement des forces patriotiques, que le peuple malien a besoin de regarder vers de nouveaux horizons, regarder plus large, multiplier ses chances de se doter les moyens d'assurer la défense et la sécurité des citoyens. Nous avons des partenaires stratégiques depuis quelques années, avec lesquels nous allons continuer. Mais je dis, nous ne pouvons pas nous interdire de chercher d'autres partenaires, multiplier les partenariats pour combler le vide que nous avons. C'est le sens que nous donnons à ce qu'on appelle le partenariat stratégique. Et nous allons à présent voir qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'apaisement du climat social qui constitue le deuxième axe de ce débat. Les différents accords avec les syndicats, l'UNTM, la CSTM et les autres syndicats qui acceptent d'aller donc à la conférence nationale. Awama Kamara nous fait le point des différentes rencontres avec les syndicats et la société civile. Suivons ensemble. Pour le Premier ministre, la réussite de la transition dépend à n'en pas douter de l'apaisement du front social. C'est pourquoi, depuis sa nomination, Dr Choguel Kokala Maïga n'a cessé de multiplier les rencontres avec les partenaires sociaux, car en plus des centrales syndicales UNTM et CSTM, plusieurs syndicats, notamment la santé, les transports, les boulangers, l'éducation avaient observé plusieurs journées de grève afin d'obliger les autorités de la transition à satisfaire leurs différentes doléances. Le front social s'était détérioré dangereusement. Le Premier ministre a très vite entamé de véritables négociations avec les différents mouvements syndicaux pour le bonheur des travailleurs maliens ainsi que celui des populations qui avaient assez souffert des conséquences de ces grèves. Son discours d'apaisement a été bien accueilli par ses interlocuteurs, tout comme sa proposition d'instituer un pacte de stabilité sociale qui demeure selon lui un impératif pour le gouvernement. Nous avons décidé de faire jouer à la société civile le rôle qu'il n'a jamais joué par le passé. Parce que notre pays, notre système démocratique, on a constaté chaque fois qu'il est en difficulté, chaque fois, on sort du jeu constitutionnel pour aller vers les forces, pour aller vers vous. Et donc ce que nous avons décidé, le président de la transition et le gouvernement, c'est de faire en sorte que la société civile soit associée en amont. Dans toutes ces rencontres, le Premier ministre ne manque pas de souligner la nécessité de la refondation de l'État avant de demander le soutien des partis et regroupements politiques afin de réussir la mission dévolue au gouvernement. Il rassure ses interlocuteurs de la volonté des autorités de la transition à mener le changement dans un esprit de dialogue consensuel avec tous les Maliens en toute inclusivité. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui a été conclu avec les syndicats? Nous avons une approche pragmatique. Lorsque nous sommes arrivés à la primature le 7 juin, et dès après le premier conseil des ministres inaugural, nous avons réuni nos collaborateurs et posé la question concrètement. Pourquoi il y a blocage? Pourquoi depuis 9 mois, quand ce n'est pas les grèves de 24 heures, 48 heures, 72 heures, c'est les grèves illimitées? Alors même que le gouvernement avait conclu un accord de principe avec les syndicats depuis février. Quel est le blocage? On nous a expliqué et nous avons décidé. Vous savez, souvent pour un gouvernement, la pire des décisions, c'est de ne pas décider. La non-décision est pire que tout. Et nous avons décidé. Nous avons décidé d'adopter l'ordonnance sur l'harmonisation de la grille salariale et gérer les conséquences après. Nous l'avons fait immédiatement.
ce qui a permis d'apaiser les relations avec un certain nombre de syndicats. Les syndicats qui n'ont jamais été entendus, certains ont fait des mois, on ne les écoutait même pas. Je les ai rencontrés personnellement. Ceux qui ont été écoutés, mais pas de suite, on les a écoutés et on a transmis au ministre la nécessité de dialoguer, de discuter avec tous les syndicats. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, le Front social, après des dures discussions, il y a des discussions que j'ai conduites personnellement qui peuvent durer jusqu'à 1h, 2h du matin souvent les week-ends. Lorsque le balisage est terminé, je transmets le dossier aux ministres qui font les négociations techniques. Nous avons pu à la date d'aujourd'hui avoir des accords de principes globaux avec les syndicats les plus nombreux, les plus importants au Mali. Il y a un petit malentendu avec le syndicat des enseignants qui, je pense, doit pouvoir être levé parce qu'on est dans des discussions. J'ai instruit au ministre de tout faire pour ne jamais rompre le dialogue. Le gouvernement considère qu'il a fait tout ce qu'il faut. La deuxième chose que nous avons utilisée comme méthode, c'est de dire la vérité. Vous savez, beaucoup d'accords ont été signés avec les syndicats quand le gouvernement avait le couteau sous la gorge. Les enseignants, c'est à la veille des examens qu'on les écoute. On les néglige jusqu'à ce qu'ils mettent le couteau sous la gorge du gouvernement. Les magistrats, c'est à la veille des élections ou à la veille des crises politiques. Les administrateurs, c'est à la veille des élections. On a décidé de sortir de cette logique. Parce que cette logique a conduit à quoi? À gérer ce que j'appelle les affaires de l'État en pièces détachées. On prend le pneu, on règle. On prend le réservoir, on règle. On prend le radiateur, on règle. On a dit non, on regarde de façon globale qu'est-ce que l'État a comme moyen. Et lorsque nous avons mis bout à bout les différents accords qui ont été signés, les promesses qui ont été faites, les décrets, les arrêtés qui ont été signés, il faut 1400 milliards de francs CFA pour donner satisfaction à tout ce qui a été signé. Ça fait la moitié du budget de l'État. J'ai dit aux syndicats qu'aucun État n'a les moyens de faire cela. Par contre, tout ce qui est possible va être fait. Et c'est pour cela que, alors que dans l'espace UEMOA, il est clairement dit qu'on ne doit pas dépasser 35% de ces recettes fiscales en masse salariale, nous sommes aujourd'hui à presque 49%. Mais on ne peut plus dépasser ça parce qu'on va dans la zone rouge où la signature du Mali ne peut plus être crédible. Donc c'est dans cette enveloppe-là qu'il faut faire des négociations, faire preuve de bonne foi. Il y a des syndicats qu'on n'écoutait jamais, mais avec lesquels on a discuté, le syndicat des surveillants des prisons par exemple. Vous avez les syndicats des greffiers qui se plaignaient, on ne les écoutait pas, les négociations continuent avec eux. Vous avez l'enseignement supérieur avec lequel il y avait quelques malentendus. J'ai cru comprendre, d'après les comptes rendus qui me sont faits, qu'ils sont en voie de trouver un accord. Il reste la synergie des enseignants. Là, c'est une question de principe. Nous leur avons expliqué que ce qui est demandé, c'est difficile de le donner satisfaction comme telle. D'autant plus que l'article 39 a déjà été appliqué en septembre 2020. Une réapplication de l'article va lancer encore la polémique avec les autres syndicats et on va rentrer dans une réaction en chaîne. Ces travaux d'explication continuent. J'ai instruit au ministre de relancer les négociations parce que les enseignants, ils ont utilisé la même méthode que d'habitude. À la veille des examens, ils font bloc. On a pu tenir les examens. Les examens ont été corrigés. On a eu les résultats du DEF cette année. 68%. Depuis longtemps, on n'a pas eu un tel résultat. L'explication, c'est que les étudiants, on a fait les études de janvier à juillet. On a eu les mêmes résultats. Il y a eu quelques malentendus que nous avons vus dans l'opinion. Je crois qu'une trentaine d'élèves qui n'ont pas pu composer à Yamfoula dans certains coins. Le président de la transition a instruit en conseil des ministres qu'on reparte toutes les injustices. Par ça aussi, ça fait partie de la philosophie du nouveau gouvernement. Équité, justice, vérité, discernement dans la résolution des problèmes. Nous avons identifié les 30 élèves, ils ont composé avec les joueurs qui n'ont pas pu composer. Il y a même une mère qui s'est vraiment beaucoup plainte dans les réseaux. Le président a instruit, on a identifié sa maison, elle a eu des discussions avec le ministre de l'Éducation. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la pauvre mère, quand je dis pauvre, ce n'est pas dans le mauvais sens, son enfant a été victime d'une situation dont le gouvernement n'est pas fautif. C'est qu'il a été orienté dans un lycée privé
où il n'est pas allé. Il est allé étudier dans un autre lycée privé. Le premier lycée privé prenait tous les frais, il ne disait rien. Il étudiait là-bas, il n'était pas recensé comme il faut, donc il n'avait pas de dossier. On l'a permis quand même de faire l'examen. Donc on a réparé ces injustices aussi. C'est-à-dire que nous travaillons, chaque fois que nous identifions quelque chose qui ne va pas, on essaie de le résoudre. Donc sur le front social, apaisé de façon substantielle. Il reste sur le front de la société civile. Nous avons apaisé aujourd'hui, au niveau de la société civile, toutes les forces significatives sont d'accord avec la démarche du gouvernement. Au niveau de la classe politique, il n'y a pas eu consensus. Il y a les partis de l'ex-majorité qui sont dans une logique que moi, je peux m'expliquer, même si je ne suis pas d'accord avec. Mais moi, je continue à leur tendre la main. Nous continuons à aller vers eux. Et j'ai instruit au ministre de la Refondation, le ministre de l'Administration territoriale et au ministre chargé des réformes politiques et nationales de continuer les discussions. Et la table ronde qui va se tenir bientôt a pour objectif d'amener toutes les forces politiques et sociales pour qu'on puisse arriver à un consensus. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Il y aura quelques partis. Sur les 200, il y aura peut-être 20-30 partis qui diront qu'ils ne sont pas d'accord. C'est leur droit. Il faudra qu'on gère eux aussi leurs préoccupations, qu'on ne les prenne pas comme des ennemis de la transition, d'autant plus que tout le monde dit qu'il soutient la transition. Mais il y a soutien et soutien. Quand vous soutenez la transition, vous ne dites pas que vous refusez de venir aux assises nationales. Les assises nationales sont actées aujourd'hui par la majorité des Maliens, sont actées par la communauté internationale, qui dit que c'est après les assises qu'il attend le gouvernement pour de nouvelles indications en ce qui concerne l'organisation des élections. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la situation politique est apaisée globalement. La situation, le front social, à 80%, elle est apaisée. Et c'est ce qui nous permet de nous consacrer aux questions de sécurité, de développement économique et social. Premier ministre, justement, par rapport aux enseignants, on se rappelle que quand vous étiez président du comité stratégique du mouvement du M5 RFP, vous étiez dans la rue, hein, vous avez dénoncé vous-même, hein, vous avez battu le pavé et vous avez défendu avec bec et ongle les enseignants, notamment l'article 39. Mais depuis un certain temps, on sent un désamour entre vous et le monde enseignant. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de posture? C'est juste une incompréhension, c'est pourquoi je suis convaincu qu'on trouvera un terrain d'entente. Voici l'histoire de l'article 39. Vous savez, les enseignants, quand le gouvernement avait adopté la loi, c'est en février 2018, en ce moment, c'était de notoriété publique que le gouvernement, dans son intégralité, n'était pas d'accord. Le ministre des Finances, le ministre de l'Emploi, en disant que ça va créer des problèmes. Mais on était à la veille des élections. Comme on a distribué beaucoup de choses aux gens, en sachant que ça ne va pas se faire, on nous a montré ici une locomotive à la télévision en disant que les rails vont démarrer. Les gens ont voté, on leur a dit que la locomotive ne marche plus, qu'il n'y avait même pas de locomotive. Donc on a fait cette loi en sachant qu'on ne peut pas l'appliquer. Dès que les élections sont passées, on a dit qu'on ne peut pas l'appliquer. Il a fallu attendre les manifestations monstres de 2020 pour que le chef de l'État, en ignorant complètement la position du gouvernement, a pris sa responsabilité. Il dit qu'il est d'accord pour appliquer l'article. Mais après le discours, il n'y a pas eu d'application. Il a fallu le changement du 18 août pour que les nouvelles autorités décident d'appliquer l'article 39. Mais en l'appliquant, ils ont dit très bien aux syndicats, à la synergie, que d'autres syndicats vont demander l'harmonisation. Et qu'au moment où l'harmonisation va intervenir, ce serait un nouveau départ pour tout le monde. Ils étaient d'accord là-dessus. C'est pour cela qu'à la dernière rencontre d'ailleurs des ministres avec les syndicats, j'ai tenu à ce que le ministre de la Défense soit là, et il leur a dit, visa, que l'article 39 a été appliqué en 2020. Et nous nous sommes entendus. Vous voulez une réapplication? C'est difficile. Donc, ce que j'ai demandé à nos frères enseignants, c'est d'accepter le fait que, en appliquant l'article 39, ils se sont trouvés dans une situation plus avantageuse que les autres fonctionnaires. Les autres ont demandé l'équité, à égalité de diplôme, les mêmes salaires, ce qui est acté. Il y a des enseignants des cadres A qui étaient défavorisés. J'ai demandé qu'on prenne cas par cas pour les mettre dans les mêmes niveaux de traitement. Vous savez, souvent, il y a des primes qu'on paye aux fonctionnaires de 7 500, les enseignants ont 25 000 francs. Vous savez que ce que les collectivités payent en supplément une prime de 25 000 francs, on l'a augmenté à 25 à 50 000 francs. Donc, tout ce qui peut être fait est fait.
Il a été demandé d'abroger purement et simplement l'article 39 parce qu'après l'harmonisation, ça n'a pratiquement pas de sens. Mais nous avons dit que non, l'article 39, c'est le résultat d'une lutte. Symboliquement, il faut le garder. Maintenant, comme je dis, c'est des incompréhensions. Ce que les enseignants veulent aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Parce que si on le fait, on va rentrer dans une réaction en chaîne. Les autres syndicats vont demander. Ils étaient à un niveau, on a amené les autres à un niveau. Ils demandent, comme l'article 39 dit que chaque fois qu'on fait une augmentation chez les fonctionnaires, on doit faire chez eux. Ils disent le gap là que les autres ont fait pour les attraper, il faut qu'on ajoute ça. Mais on n'en sortira pas. Mais les discussions continuent. J'ai instruit au ministre de les rencontrer cette semaine. Si nécessaire, moi-même je me rendrai à leur siège où je les recevrai à la primature en comptant sur leur sens patriotique. Et le fait que notre pays est dans les difficultés, je leur demande de comprendre et de faire face ensemble avec tous les Maliens. Par ailleurs, j'ai instruit récemment, par écrit, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Administration des territoires, au ministre des Finances, d'auditer le corps enseignant. Il est important que nous sachions exactement ce qui se passe. Il y a des milliers d'enseignants qui ont fini les IFM, qui n'enseignent pas. Vous avez beaucoup d'enseignants qui n'ont pas de diplôme d'enseignant, qui n'enseignent pas. Il faut regarder tout ça, trouver le juste milieu pour être juste, équitable. Tant que le gouvernement va rester juste et équitable, quand il s'explique aux Maliens, ils comprennent. C'est quand le gouvernement essaie de tricher, il fait voter des lois en ne les appliquant pas, il donne des avantages à certains, il cache à d'autres. Nous, on est sortis de ça. À l'issue de cet audit-là et le contrôle physique, on fera le point du corps enseignant. On verra qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut ne pas être fait, de manière à ce que les enseignants se sentent en sécurité. Et c'est pour cela que je suis convaincu que nous allons trouver un terrain d'entente, et c'est d'autant plus que les examens sont passés. Rarement dans l'histoire des dernières années, depuis plus de 10 ans, on n'a jamais fait d'examen où il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu 2 tentatives de fraude qui ont été identifiées, les responsables sont sous les verrous. Pour la première fois, il n'y a pas eu des attroupements des parents d'élèves dans les cours pour donner des notes par les fenêtres. Pour la première fois, les étudiants ont composé en toute sécurité. Alors, avec ces résultats, je pense que le gouvernement, en moins de 3 mois, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de résultats. Mais c'est aux Maliens de décider, on n'est pas dans l'autosatisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous ne souhaitez pas abroger l'application de l'article 39. Pourtant, l'harmonisation de cette grille salariale abroge de fait cet article. Concrètement, face aux Maliens, ce soir, qu'est-ce que vous proposez aux enseignants pour remplacer cet article 39 ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour convaincre le corps enseignant ? Il y a des fortes pressions, j'allais dire, des conseils avisés qui nous demandent purement et simplement d'abroger l'article 39 et puis c'est terminé. Moi, je pars du fait que le mot article 39 même, c'est le résultat d'une lutte pour les enseignants, symboliquement. Sinon, dans les faits, en réalité, si on l'abroge aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Ça aurait l'avantage de faire l'économie de la polémique. Pourquoi nous continuons la sensibilisation? Nous pensons que le bon sens, le sens des difficultés que le pays a aujourd'hui, le sens patriotique qui a toujours habité le corps enseignant, vont prévaloir pour qu'ils abandonnent cette lutte sous cette forme. Mais chaque fois qu'ils auront le sentiment qu'il y a une injustice vis-à-vis d'eux, ça va être réparé. C'est pourquoi on ne veut pas supprimer. Parce qu'on ne sait jamais, en le supprimant, il peut y avoir un gouvernement qui va venir jouer avec les dates des élections, avec les moments difficiles. Et donc, nous ne voulons pas prendre la responsabilité de l'abroger. Donc, supprimer, ce sera appliqué. Mais c'est appliqué déjà, en réalité. Comme je dis, ils veulent une réapplication. La réapplication n'est pas possible. C'est ce que nous leur avons dit. La réapplication n'est pas possible. C'est déjà appliqué. Monsieur le Premier ministre, il y a une petite contradiction quand même par rapport à cette question d'harmonisation des salaires. Vous dites qu'un pays ne peut pas excéder 35% de son budget, selon les textes de la CEDEAO, si je ne me trompe. Alors, le Mali a-t-il suffisamment les moyens d'aller vraiment à l'harmonisation aujourd'hui? Mais nous avons fait, la preuve c'est que nous avons adopté au Conseil des ministres le décret d'application de cette loi. Les autres arrêtés d'application vont suivre.
nous l'avons fait en connaissance de cause. Parce que pour une des rares fois, vous aurez constaté, quand j'ai présenté le programme d'action gouvernementale, ça a été chiffré. Il n'y a pas beaucoup de premiers ministres qui ont chiffré ce qu'ils vont faire. Et ce chiffre, nous sommes partis du fait que nous devons serrer la ceinture. On le fera avec les moyens générés par les Maliens. Les appuis extérieurs qui, je suis sûr, vont venir, parce qu'il y a beaucoup de signaux positifs que nos partenaires vont revenir, vont mettre le peuple malien, le gouvernement, dans une situation de confort pour accélérer la réalisation d'un certain nombre de projets de développement. Mais pour ce qui a été présenté aux Maliens, c'est avec les ressources générées à l'intérieur. Ce n'est pas en comptant sur l'aide extérieure. Ça, c'est quand même une caractéristique de ce gouvernement. Et je pense que les Maliens doivent en être fiers. Parce que aussi longtemps qu'on n'apprend pas à vivre de nos propres moyens, on ne peut pas être respecté. Lorsque vous vivez avec vos propres moyens, vous gérez de façon plus parcimonieuse et les bailleurs de fonds regardent. Lorsque vous inspirez confiance, ils viennent vous aider. Et je vous avoue que dans les semaines à venir, les nouvelles sont très bonnes. La Banque mondiale, le 6 septembre passé, a décidé de lever les mesures de restriction qui frappent le Mali. Le FMI, j'ai adressé une lettre depuis début septembre, fin ou début septembre. Donc nos principaux partenaires commencent à avoir confiance au gouvernement. Vous savez, les partenaires regardent. Il y a des questions de principe chez eux. Lorsqu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel, ils ne peuvent pas accompagner le mouvement, mais après ils observent. Le gouvernement aujourd'hui, tous les observateurs objectifs savent qu'il est au travail. Il a fait en 3 mois les problèmes qui n'ont pas été résolus pendant 9 mois depuis des années. Vous avez les raisons principales qui ont mis les populations maliennes dans la rue. La lutte contre la corruption et l'impunité. Vous savez ce qui est en train de se faire dans ce domaine. Des bonnes élections pour minimiser les risques de contestation des élections. Nous avons aujourd'hui l'organe unique. Les réformes politiques et institutionnelles. Ça fait 3 fois qu'on essaie de réviser la Constitution. On n'arrive pas à le faire. Ça fait plusieurs fois que la loi électorale, la charte des partis sont contestées. Nous allons les faire, s'il plaît à Dieu. Et aujourd'hui, on a l'avant-projet des termes de référence des assises. C'est disponible. Tout sur l'organe unique. Sa composition, son organisation, c'est fait. Et dans quelques jours, à la fin septembre, début octobre, le gouvernement va les valider. Ils vont être mis à la disposition des Maliens. Nous aurons le mois d'octobre pour préparer. Vous nous amenez déjà dans le 3e axe et on va commencer avec ça. D'accord. Les réformes politiques et institutionnelles constituent donc le 3e axe de ce débat. L'épineuse question de refondation du Mali, les assises nationales qui se préparent et le projet de création de l'organe unique de la transition. Le Premier ministre a rencontré la classe politique. Suivons tout cela avec Aridou Matina. Convaincu que le baromètre des réussites d'une transition est la bonne organisation des élections dans le but de retourner à une vie constitutionnelle normale, le chef du gouvernement n'a cessé de répéter qu'il s'engageait à respecter les délais de la transition en organisant les élections à temps. Toutefois, Dr Choguel Kokala Maïga manifeste sa volonté de marquer une rupture avec l'ancien système, ce qui implique des réformes politiques et institutionnelles destinées à rénover le cadre politique, afin de doter le pays d'institutions fortes et légitimes qui permettront d'instaurer une stabilité politique et une paix durable. L'expérience a montré qu'une fois qu'ils viennent au pouvoir, ils ne peuvent pas faire ces réformes, soit par calcul, soit lorsqu'ils veulent les faire, les populations les soupçonnent de manipuler les textes pour se maintenir au pouvoir. Ces soupçons ne pèsent pas sur la transition. En plus, est venu s'ajouter l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui nécessite des réformes constitutionnelles. La réforme de la Constitution est inéluctable. La loi électorale est inéluctable. La charte des partis. Ainsi, des assises nationales conduites par le ministre de la Refondation Ikassa Maïga vont se tenir dans les prochaines semaines en vue d'établir un diagnostic partagé de la gravité et de la profondeur de la crise. Le gouvernement, après de larges concertations avec la classe politique et la société civile, maintient son choix de mettre en place un organe unique de gestion pour des élections crédibles. Alors, nous commençons par les assises nationales. Monsieur le Premier ministre, vous ne pensez pas que c'est une rencontre de plus, vu que les recommandations des précédentes assises sont toujours dans le tiroir, comme le dialogue national inclusif?
le gouvernement a une boussole. C'est les revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. Ces revendications ont été portées par le M5 RFP. Cette lutte a été parachevée par l'aile patriotique des forces armées de sécurité. Et donc le président de la transition, il a dit clairement, récemment à la délégation, le pouvoir n'a pas été changé pour le plaisir de le changer. C'est le peuple qui s'est soulevé, les forces patriotiques au sein de l'armée ont parachevé ce soulèvement. Donc il faut simplement poser les problèmes. Pourquoi le peuple s'est soulevé? Un, il a contesté les résultats des élections. Donc il faut faire en sorte que les élections soient le moins contestées possible. Donc il faut les réformes pour qu'on ne conteste plus les élections. La deuxième chose, le peuple s'est soulevé, pourquoi? Il dit qu'il veut des réformes. Chaque fois qu'un président a été élu, il attend la fin de son mandat pour vouloir faire les réformes. Le dernier président a été élu en 2013. C'est en 2019 qu'on a dit qu'on va faire les réformes, notamment l'organe unique, mais après 2023. Or, il se trouve qu'en 2018, je l'ai dit d'ailleurs à la CEDEAO, je n'ai pas caché, lorsque la crise politique a atteint son summum, la CEDEAO a envoyé une forte délégation ici. Lorsqu'elle a fini, voici ce qu'elle a dit dans son rapport. Elle a demandé aux autorités de ne plus organiser d'élections au Mali sans avoir fait les réformes politiques et constitutionnelles nécessaires. C'est écrit in extenso. Malheureusement, le gouvernement, 2018, 2019, 2020, n'a pas fait les réformes. On est tombé dans la crise qui a fini par l'emporter. Et donc, on ne doit pas commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est l'un des éléments qui justifie pourquoi les réformes sont indispensables. La troisième raison, je vous ai dit, les Maliens avaient soif de justice. Le sentiment que l'impunité est devenue la règle au Mali. Les Maliens en souffraient fortement. Et c'est pour cela que nous avons dit, le président de transition a insisté, il dit que si le gouvernement ne rend pas justice au peuple malien par les voies constitutionnelles, autrement dit par la justice, un jour viendra, les citoyens vont se rendre justice, que Dieu nous engage. Et ça va être le chaos. Imaginez au niveau du pays, lorsqu'un jour les Maliens vont se mettre dans la rue, les militaires dont on détourne l'argent prévu pour leur sécurité et qui se mettent à se venger contre les dirigeants. Pour éviter tout ça, nous avons dit, premièrement, faisons en sorte que les élections soient moins contestées possible. Deuxièmement, faisons les réformes nécessaires, ceux dont les Maliens ont soif, donc refonder l'État. Troisièmement, menons une lutte implacable contre l'impunité et la corruption, en commençant par les tueries des 10, 11, 12 juillet. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand vous prenez le parti au pouvoir, vous croyez que les militants de ce parti étaient d'accord avec ce qui se faisait? Mais ce n'est pas leur nom, c'est des individus qui le faisaient pour leur propre compte. Ils étaient d'ailleurs des malheureux parce qu'ils ne pouvaient pas agir par dignité, par scrupule, ils ne peuvent pas aller manifester avec les opposants, mais beaucoup en souffraient. Il faut résoudre ces problèmes si la transition veut être crédible. C'est pourquoi je dis que la transition, à la fin, va être appréciée à partir d'un certain nombre de critères. A-t-il pu organiser des élections non contestées? A-t-il pu faire des réformes? A-t-il eu des résultats dans la lutte contre la corruption? A-t-il pu améliorer la sécurité des Maliens? Voilà les critères. Et c'est sur ça que nous travaillons. Oui, Monsieur le Premier ministre, quand on vous entend vraiment parler, on a l'impression que la transition, vous avez vraiment tout le temps. Est-ce que pour vous, ces réformes ne peuvent pas attendre? Parce que certains ne disent même pas les assises nationales de la refondation, ils disent les assises de Choguel-Maïga. Donc pour certains Maliens, ce sont les assises de Choguel pour valider ou pour prolonger la transition. C'est l'argument aujourd'hui développé par une grande partie de l'opinion malienne. Est-ce que vous êtes au courant? Non, ce n'est pas une grande partie, c'est quelques hommes politiques. Il faut nuancer. Et ces quelques hommes politiques, ils sont connus. Vous les comptez au bout des 5 doigts. Leur technique est connue. Il faut isoler les premiers. Exactement quand vous votez à la chasse, on isole du troupeau et puis on tire sur lui jusqu'à ce qu'il tombe. Ce qu'ils oublient, c'est que le reste là comprend très bien. Le président de la transition comprend, le gouvernement comprend, les forces du changement, la majorité des Maliens comprennent. Pourquoi on veut isoler le premier pour tirer sur lui pour qu'il tombe?
c'est quelques hommes politiques. Mais est-ce que le Premier ministre lui-même ne peut pas faire des concessions? Parce que nous sommes dans une phase transitoire. On a eu les concertations nationales, le dialogue national inclusif. Donc si c'est pour parler, les Maliens ont parlé. Je vais vous expliquer la différence. J'ai dit que dans l'histoire récente du Mali, chaque fois qu'il y a eu des changements de régime, les tenants de l'ancien régime ont soit perdu la vie, soit on les a mis en prison. On a humilié leurs familles, des familles ont été brisées, des vies ont été brisées. On a dit qu'on ne fait pas ça parce que ça n'a pas servi grand-chose au Mali. Il faut traiter avec discernement. Ce n'est pas pour rien que je vous dis que beaucoup de militants des partis de l'ex-majorité, ils n'étaient pas dans la rue avec nous, mais ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se faisait. Donc, on a dit, faisons attention, appelons tout le monde. Au fort de la lutte du M5, il n'a jamais été prévu de faire l'exclusion. C'était prévu que si la lutte aboutit, on va appeler toutes les forces politiques et sociales. Ça, c'est un. Deuxièmement, le balisage politique que je suis en train de faire, rencontrer toutes les forces politiques et sociales, c'est pour que chaque Malien se sente concerné. Des partis politiques, en passant par les traditionnels, les chasseurs. Les chasseurs, par exemple, ils ont dit que c'est la première fois qu'une autorité les appelle pour leur accorder autant de considération. Les personnes vivant avec le handicap, les paysans, les éleveurs, les hommes d'affaires, la société civile. Ça, c'est la première fois. On fait ce balisage politique. C'est pour que tout le monde soit là. La deuxième concession que nous faisons, ce n'est pas derrière une concession, c'est dans la logique des choses, c'est de dire, ne faisons pas comme le passé, quand un régime change, tout ce qu'il a fait, on prend, on jette à la poubelle. On ne fait plus ça. Ceux qui ont fait les dialogues nationaux, c'est des Maliens. Ils sont aussi intelligents que nous, sinon plus peut-être pour certains. Les résultats de leurs travaux vont servir de matière première. Les résultats des conclusions, des forums précédents vont servir de matière première. Mais il y a des forces qui n'ont pas été au déni. Pour quelles raisons? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le dialogue national, c'est l'initiative à son nom fait Soumaïla Cissé. Il a demandé au président, à l'ex-président, on fait le dialogue, mais il faut que les conclusions soient exécutoires. La commission d'organisation dit qu'elle ne peut pas s'engager sur ça. C'est ça la pomme de discorde. Nous avons dit que si c'est pour venir participer à un dialogue dont les résultats vont être mis dans le tiroir, ce n'est pas la peine. Et donc cette frange-là qui n'a pas été dialogue, qui a ses idées, qui est essentiellement au sein du M5, ce que je dis, les forces du changement, il faut qu'elle amène ses idées. L'aile patriotique de l'armée, parce que l'armée est aussi meurtrie que le reste de la société. Elle ne parle pas seulement, il y aura les assises dans l'armée aussi. Ils viendront avec les résultats. On met tout ça ensemble, les résultats du déni, les idées du M5, les idées qui viennent des autres forces sociales, les idées qui viennent de l'armée, d'autres couches organisées qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer, on mettra tout ça ensemble et on sortira maintenant une orientation générale pour tous les Maliens. Ça, c'est la concession qu'on a faite. Mais ce qu'ils veulent, ça, ce n'est pas possible. Je préfère le dire clairement. Il ne peut pas y avoir de concession sur la nécessité de mettre en place l'organe unique. C'est une demande qui date de 20 ans. Et ça fait partie des exigences des forces du changement. Ça fait partie des exigences autour desquelles les peuples s'élever. Il ne peut pas y avoir de concession sur la nécessité de faire les réformes. Il ne peut pas y avoir de concession dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Ce qu'ils veulent, on laisse tomber tout, on va aux élections avec les mêmes instruments qui nous ont conduits au soulèvement de 2020 pour retomber dans un autre coup d'État, une autre transition. Peut-être certains espèrent que la nouvelle transition va être conduite par eux. Mais non, nous avons la responsabilité aujourd'hui de répondre à l'appel des Maliens. Et c'est pour cela que moi, je vais continuer les discussions. Personne ne sera stigmatisé. Et les instructions ont été données aux ministres concernés de continuer à discuter. Si c'est nécessaire, je me rendrai moi-même chez les dirigeants, un à un, pour discuter avec eux. Venez qu'on se mette ensemble. Venez avec vos idées pour qu'au sortir des assises, on puisse parler d'une même voix. Monsieur le Premier ministre, à vous entendre, on a l'impression qu'il y a une guerre politique qui est engagée entre vous et ceux-là que vous qualifiez de partisans de l'ex-majorité. Allez-vous démarrer ce train des assises nationales de la refondation sans ce groupement de partis politiques qui menacent
comme on l'a dit, de boycotter les ANR? Moi, je pense qu'il y a un débat politique. Vous savez, un homme politique, quand il s'exprime, il fait monter les anges, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il faut le comprendre. Moi, personnellement, je les comprends. C'est l'opinion qui pense que le ciel va tomber sur la tête de la transition. Mais non, c'est des hommes politiques, ils ont des positions de principe qu'ils doivent défendre. C'est pourquoi je dis qu'on va continuer à discuter avec. Il n'y a pas de guerre. Moi, je n'ai pas l'esprit de guerre ni de quoi que ce soit. C'est les autres qui essaient de... On essaie de diaboliser le Premier ministre, comme je dis, pour l'isoler et puis l'abattre. Or, ce n'est pas ça la solution. Le gouvernement n'a pas intérêt à ce que des Maliens se sentent frustrés. Nous ne voulons pas de cela. Mais il ne faut pas utiliser cette attitude du gouvernement, l'interpréter comme une faiblesse ou une incapacité de s'assumer lorsque c'est nécessaire. Les assises se tiendront avec ou sans ces regroupements politiques? Pas de là, les assises se tiendront. Je crois que nous allons continuer à faire en sorte que la totalité des forces politiques et sociales participent. Moi, je n'envisage pas du tout, en tout cas, ce n'est pas dans notre projet que des Maliens soient exclus des assises. Mais si quelqu'un décide de s'exclure, moi, je ne peux rien contre ça. C'est pourquoi je dis, jusqu'à la dernière minute, nous irons vers eux. C'est les consignes du président de la transition. Faites en sorte que la transition soit inclusive. Vous optez pour cet organe unique. En quoi il peut être utile dans le contexte précis du Mali? La première raison, ça permet de minimiser les risques de contestation des élections. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas contestés. Ça minimise les risques. Ça donne plus de crédibilité. Certains nous ont dit, mais vous avez expérimenté la CENI, ça n'a pas marché. C'est que la CENI, justement, il faut qu'on tire les leçons de pourquoi la CENI de 1997 a échoué. Parce qu'on lui a donné tous les pouvoirs. Elle avait pratiquement exclu l'administration, qui s'est mise à côté à laisser faire. Plus, il y a eu beaucoup de choses en dessous. De toute façon, on a vu la suite. Il faut donc tirer les leçons de l'échec de la CENI. Il faut aussi dire que si on ne met pas l'organe en place, on nous dit de retourner à l'ancien système. L'ancien système, c'est les trois organes, la CENI, la DG et le ministère. Mais la CENI a été déjà dissoute en 2020. Donc il faut la recomposer, il faut faire une nouvelle loi, il faut la réinstaller, il faut faire tout le processus de mise en place de la CENI. Ça prend presque le même temps que si on met l'organe unique. À la seule différence que l'organe unique donne plus de crédibilité. Je rappelle surtout que c'est une demande de plus de 20 ans. Les gens ont changé d'avis entre mars et le 7 juin. D'ailleurs, ils ont changé d'avis après le 7 juin. Dès qu'on a nommé un nouveau Premier ministre, les mêmes chefs de parti qui réclamaient 3 semaines avant, devant la CEDEAO, l'organe unique, ont changé le fusil d'épaule. Ils ont dit d'abord qu'on ne doit pas choisir un chef de parti pour diriger la transition, ça a été dit. On ne doit pas choisir quelqu'un du M5 pour diriger la transition. Lorsque tout cela n'a pas marché, ils disent non, sa première demande c'est l'organe unique, on n'est pas d'accord. Bon, je pense que c'est le débat politique que nous sommes habitués. L'organe unique, son objectif, c'est de minimiser les risques de contestation des élections, c'est de crédibiliser les élections. Et la quasi-totalité des Maliens est d'accord là-dessus. Mais est-ce que sa mise en place ne nécessite pas une relecture des textes? Bien sûr, c'est pour ça que, comme je disais, c'est-à-dire à supposer qu'on ne le mette pas en place, qu'on suive la voie proposée par ceux qui sont contre l'organe, on sera obligé de relire les textes pour mettre une nouvelle CENI. Ça prendra le même temps. Seulement, avec l'organe dont les textes seront relus, les projets seront soumis à une table ronde à toute la classe politique, à toute la société civile, qui vont les amender. Ensuite, le gouvernement prendra la version définitive qui va être rendue publique, je crois, en courant octobre. Maintenant, le 4e volet est consacré donc à la promotion de la bonne gouvernance. Nous avons vu ces derniers temps la réactivation de la lutte contre la corruption à travers le lancement des audits, la réouverture de certains dossiers comme celui relatif à l'achat de l'avion présidentiel, l'inculpation et la mise sous mandat dans plusieurs autres affaires jusqu'ici non résolues. Récemment, la visite du Premier ministre à Locléi et chez le vérificateur général. Et nous retrouvons Awama Kamara. Une gouvernance de rupture. Dans ce registre, le Premier ministre annonce une lutte implacable contre l'impunité, contre la corruption sous la conduite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La lutte contre la corruption et l'impunité, aujourd'hui c'est la volonté du peuple malien. Et aussi c'est des engagements que nous avons pris face à l'État. Regardez aujourd'hui l'état de nos routes. Regardez, beaucoup de contrats sont signés au détriment de l'État.
Regardez, à 1 kilomètre d'ici, les gens n'ont même pas à boire. Qu'avons-nous fait de tout cet argent qui a été mis à la disposition de l'État? Ces populations ne nous demandent pas de l'argent, nous demandent uniquement du minimum. Raison pour laquelle cette lutte contre la corruption, contre l'impunité qui a été déclenchée, sera une lutte sans état d'âme et sans esprit de recul. On n'a pas d'autre choix. Au cœur de sa stratégie de bonne gouvernance, Dr Choguel Kokala Maïga a choisi de placer la rupture et l'exemplarité, ce qui va entre autres demander une réduction drastique du train de vie de l'État et la création d'espaces budgétaires pour améliorer les conditions de vie des populations. Ainsi, il engage son gouvernement à trouver 100 milliards de francs CFA qui seront réalloués aux secteurs sociaux prioritaires comme la santé et l'éducation. Pour le Premier ministre, ceux qui sont appelés à servir l'État ne peuvent se servir de l'État en pillant les maigres ressources de notre pays au vu et au su de tous et sans conséquence. Le fonds Covid, le rapport qui vient de nous être envoyé indique environ 50 milliards d'irrégularités financières. Il y a les autres structures, vous avez le cadastre minier, vous avez le PMI Mali, vous avez le projet de reconstruction et de relance économique, vous avez d'autres vérifications qui vont suivre, l'OMH, l'AGEROUTE, l'INPS, l'autorité routière, ainsi de suite. La mauvaise gouvernance et la corruption a atteint le cœur de notre système de défense et de sécurité. Des actions judiciaires dans tous les dossiers de détournement de deniers publics sont engagées à Bamako, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, jusqu'où comptez-vous aller avec la lutte contre la corruption au Mali aujourd'hui? Les arrestations vont se poursuivre avec quelle finalité? La lutte contre la corruption et l'impunité fait partie des exigences majeures du peuple entre le 5 juin et le 18 août 2020. Dans toutes les déclarations, c'était dit clairement que le peuple malien est pris en otage par une oligarchie plutocratique qui a pratiquement pris tout le monde. Il faut mettre fin à cela. Le président de la transition, vous venez de le montrer, a donné des indications très claires. Le jour de son investiture, parce que c'est important qu'on donne d'abord les points de départ. Vous avez la lutte du peuple. Après la rectification intervenue le 24 mai, la rectification de la trajectoire de la transition intervenue le 24 mai 2021, à l'investiture du président de la transition, si la lutte contre l'impunité n'est pas prise en charge, ça veut dire que la transition n'aura pas accompli sa mission. Je pense que c'est un message clair qui est venu de la justice. Le président de la transition, qui est le premier magistrat, vient de le dire. La lutte contre la corruption se mènera sans état d'âme. Le Premier ministre exécute les orientations du chef de l'État, met en œuvre la demande du peuple. Parce que là aussi, c'est la même technique concernant les réformes. Hein. On essaie d'isoler le Premier ministre pour tirer sur lui. C'est lui qui est en train de mettre les gens en prison, c'est le président. Pas du tout. Et c'est pour cela que les organes chargés des audits, je suis allé les mettre en confiance. Nous n'avons pas inventé de dossiers. C'est des dossiers qui étaient dans les tiroirs, exactement comme le DENI. Le dialogue national inclusif terminé, on a mis dans les tiroirs. Même le comité de suivi qu'on pouvait mettre 30 minutes après, on ne l'a pas mis en place. On a sorti des tiroirs, on les a donnés à la justice. Et nous avons lancé des audits tels que le peuple avait demandé. Toutes les institutions sont auditées. Toutes les grandes administrations où il y a concentration des richesses de l'État seront auditées. Et on n'a même pas besoin d'auditer. Il y a des choses qui sont découvertes. Quand vous les voyez, vous tombez des nues. Mais tout ça, c'est à la justice et les services spécialisés de faire la lumière. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Et d'ailleurs, la plupart des audits qui sont lancés aujourd'hui n'aboutiront qu'après la transition.
Donc c'est aux nouvelles autorités. Ce que nous voulons faire, c'est de rendre irréversible, définitivement, la voie vertueuse de lutte contre la corruption et l'impunité. Pour que ceux qui viendront après trouvent déjà des orientations précises. S'ils veulent s'y inscrire, c'est très bien. S'ils veulent ramener en arrière, le peuple avisera. Monsieur le Premier ministre, lors de votre installation à la primature, vous avez parlé, je cite, de gouvernance, de rupture par l'exemple. Mais jusque-là, vous n'avez pas fait de déclaration de biens, et comme le prévoyait la charte de la transition. Le train de vie de l'État aussi n'a véritablement pas diminué. Est-ce qu'à ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple malien? Vous savez, il y a certains sur les réseaux sociaux qui parlent souvent de ceux qui ne savent pas. J'ai entendu effectivement ce discours, on n'a pas déclaré nos biens. J'ai été nommé par le président de la transition le 7 juin. Le premier conseil de cabinet s'est tenu le 11 juin. J'ai déposé la déclaration des biens le 9 juin, avant le premier conseil de cabinet. Et j'ai instruit plus tard à tous les ministres de le faire. Donc cette question, je la mets à côté. Ça n'a pas été rendu public? J'ai envoyé à qui de droit? On n'a pas été informé. Bon, vous êtes informé maintenant. Concernant le train de vie de l'État, le président de la transition a dit clairement que les fonds spéciaux du chef de l'État, les 2 tiers vont être utilisés à des œuvres sociales. Vous voyez ce qui est en train de se faire. Le Premier ministre a pris le même engagement. Il va le faire, il le fait déjà. Mais il n'utilise pas le même canal de communication que le président pour ne pas donner l'impression qu'il veut faire concurrent, il veut faire comme le président. Il le fait et si nécessaire, ça peut être rendu public. Globalement, au niveau de la baisse du train de vie de l'État, j'ai annoncé au niveau du CNT qu'environ 100 et quelques milliards, je crois que le ministre des Finances m'a fait le point, ça fait après 101 milliards. Il m'a fait le point parce que j'ai demandé ça, ce qui a pu être économisé à date et ce qu'on prévoit d'ici la fin de l'année. Ces 101 milliards vont être utilisés pour près de 60 à 70% pour conforter l'armée, pour renforcer le budget d'achat d'aéronefs. Parce que comme je vous l'ai dit, aussi longtemps qu'on n'a pas la suprématie dans les airs, on ne pourra pas gagner la bataille. Une partie va être affectée au domaine de la santé, à l'appui au monde paysan, je crois aux routes. Vous voyez à Bamako, les routes qui se sont dégradées, certains accusent la transition dans ça aussi. Alors qu'on a trouvé des routes, souvent des marchés, des routes qui sont prévues pour durer 15 ans, 6 mois après elles partent. Pour refaire les routes, je crois, pour 5 et quelques milliards aussi. Vous avez ensuite des œuvres sociales. Donc, comme le président l'a dit, et nous l'avons confirmé devant le CNT, ces économies vont être utilisées essentiellement pour aider les plus démunis et notre armée. Le détail peut être donné aux Maliens à tout moment, si nécessaire. Dans la lutte implacable contre l'impunité au Mali, personnellement, vous sentez-vous menacé par la justice? Plusieurs sources indiquent que vous avez un dossier en suspens au niveau du pôle économique. D'autres vous accusent par ailleurs d'être aussi parmi les responsables du M5 RFP qui ont appelé les manifestants du M5 RFP à aller occuper les édifices publics, notamment l'Assemblée nationale, l'ORTM. On a vu ce qui s'en est suivi. Est-ce que personnellement vous vous sentez aujourd'hui menacé par la justice? Dans le monde moderne, si vous ne parlez pas de vous-même, personne ne parlera de vous. Sinon, dans le temps, on ne parle pas de soi-même. Je vais vous dire que j'ai été certainement le fonctionnaire, l'agent de l'État qui a été le plus harcelé par les différents gouvernements. J'ai été dans le gouvernement de 2002 à 2007. Lorsque je suis sorti, ma gestion a été auditée. Après moi, j'ai le rapport. Je suis allé à la MRTP de 2008 à 2015. Il y a eu 6 missions de contrôle en 6 mois dans le même service. Ce n'est jamais arrivé à un fonctionnaire. Entre le 22 janvier 2016 et je crois, le 20 juillet, il y a eu 6 missions du contrôle général d'État. L'objectif était de trouver des fautes de gestion. En 2014,
Sous la transition, la première transition, on a envoyé le vérificateur qui a fait 2 mois dans mes bureaux. Avant ça, le contrôle d'État a fait 8 mois dans les bureaux. Au total, ça fait près de 9 missions de contrôle à moins de 5-6 ans. Vous ne trouverez aucun fonctionnaire dans l'histoire du Mali qui a eu un tel harcèlement, j'allais dire une sorte de terrorisme administratif. Mais toutes ces missions, j'ai les rapports, ne m'ont pas incriminé. Maintenant, vous savez, un homme politique, on peut dire beaucoup de choses sur toi. Souvent, pendant que les missions étaient en cours, des extraits des rapports provisoires sont véhiculés dans la presse. Il y a même des journaux, je ne vais pas citer le nom, qui se sont spécialisés. C'est-à-dire chaque 2 semaines, on sortait quelque chose sur moi, alors que les rapports n'étaient même pas déposés. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire autant d'opposition en régime s'il avait des choses concrètes contre vous? Vous allez continuer à parler comme je le faisais? Mais ceux qui parlent aujourd'hui, mais pourquoi quand ils avaient le pouvoir, ils n'ont rien fait? Ce n'était pas pour me ménager, sinon ça servait à quoi d'envoyer 6 missions de contrôle en 6 mois? C'était bien pour utiliser les résultats. Moi, je dis que je ne rentre pas dans les débats de personne. Certains veulent amener, même dans le débat sur la transition. Vous avez vu, vous avez dit tout de suite, il y en a qui ont dit le Premier ministre est le seul responsable. Parce que les gens veulent personnaliser le débat. Généralement, quand les gens n'ont pas d'idées, ils font le débat de personnes. Moi, je fais le débat d'idées, les débats de projets. Les débats de personnes, je n'en suis pas là-dedans. Il y a les services habilités de l'État qui doivent dire qui a fait quoi, qui doit répondre comment. Maintenant, il y a des gens qui sont payés sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même, qu'on m'a dit, d'attaquer en justice. J'ai dit, mais moi, je ne commettrai pas l'erreur en tant que Premier ministre d'aller porter plainte contre un citoyen. Comme je l'ai dit avec la presse, quand j'étais dans l'opposition, il y en a qui ont tout dit sur moi. J'ai dit, il ne sera jamais dit, en tout cas, peut-être que je changerai d'avis un jour, mais pour mon état d'esprit, il ne sera jamais dit que j'ai traîné un journaliste devant, en tout cas un journaliste malien devant les tribunaux. Il ne sera jamais dit, pendant que je suis en fonction, que j'ai traîné un vidéoman, un chroniqueur. Parce qu'il y en a qui sont spécialisés, il y a des hommes politiques qui n'ont pas le courage de me faire face. Ils vont se cacher derrière des chroniqueurs, se cacher devant des vidéomans, devant des journalistes, pour diffuser. Mais en réalité, ces chroniqueurs, ces journalistes, s'il y a plainte contre eux, ces hommes politiques ne paieront même pas des avocats pour eux. Donc ce que j'ai dit aux uns aux autres, dites ce pourquoi vous avez des preuves. Parce qu'à force de dire ces choses-là sur moi, le journal qui s'était spécialisé, il y avait 2 journaux, je ne sais pas si vous les connaissez, qui s'étaient spécialisés dans ça contre moi. Ils ont fait l'année 2016, 2017. Ils ont abandonné. Il y a un autre qui a pris le relais, 2018, 2019. Je crois qu'il s'est découragé. Maintenant, ils ont laissé les journaux, c'est les chroniqueurs et les vidéomans. Ils vont se décourager aussi. Il y a les services habilités de l'État pour connaître de ces dossiers. Monsieur le Premier ministre, nous allons fermer définitivement ce débat par le 22 septembre, la célébration de la fête de l'indépendance du Mali. Le Mali indépendant qui a 61 ans aujourd'hui. De quoi peut-on se réjouir? En 1960 et les mois qui ont suivi, et plus tard, ceux qui ont fondé l'État malien ont d'abord voulu un État souverain. Le premier outil d'exercice de la souveraineté d'un État, ce sont ses forces armées et de sécurité. Celles-ci ont été trahies, désarticulées, désorganisées, nous en payons le prix aujourd'hui. Heureusement, depuis un certain temps, la volonté de reconstruire cette armée ne fait l'ombre d'aucun doute. Et c'est pour cela que vous allez regarder dans l'architecture du gouvernement. Vous avez d'abord le ministre de la Défense. Deuxièmement, le ministre de la Justice. Troisièmement, le ministre des réformes politiques et la réforme de l'État. Parce que le peuple a soif de sécurité, de justice, de réforme, j'allais dire de refondation. Notre rôle aujourd'hui, pendant le laps de temps qui nous est imparti, c'est de redonner confiance aux Maliens, de faire comprendre aux Maliens que notre peuple a trébuché, il est même tombé.
mais il va se relever. Toutes les grandes nations, si vous regardez dans leur histoire, toutes les nations qu'on nous cite en exemple aujourd'hui, à un moment donné de leur histoire, pour ceux qui lisent, ils sont tombés. Elles sont tombées. Elles ont même été humiliées, occupées, disloquées. Mais il a fallu qu'un certain nombre de patriotes se retrouvent, de différents courants. C'est pour cela que moi, je ne rentre pas dans les débats idéologiques. Les patriotes peuvent être idéologiquement de différents bords. Ils se retrouvent pour dire qu'il faut sauver notre pays. Aujourd'hui, quelle que soit votre orientation politique, si le Mali tombe, vous n'existerez pas. Donc il s'est trouvé des patriotes qui se sont retrouvés, ou quelques hommes, pour redonner confiance à notre peuple. Je pense que c'est la mission principale de la transition. C'est la mission principale de tous les Maliens. Nous avons besoin de l'union sacrée. C'est pour cela que le président de la transition parle de transition inclusive, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les différents régimes. Nous voulons que tous les Maliens viennent, qu'on se mette ensemble, et je suis convaincu que nous allons redonner au peuple malien la confiance. Nous allons redonner au peuple malien sa souveraineté, son indépendance et sa place dans le concert des nations. Mais à l'étape actuelle, nous sommes en phase de reconstruction. Il n'y a pas beaucoup de choses de se réjouir, sauf les efforts qui sont en train d'être faits par notre armée et la détermination de vos militaires. Je vous avoue que les défis qui ont été lancés à notre armée ces derniers mois, avec un certain abandon, ont encouragé. Aujourd'hui, la détermination des militaires maliens est plus forte que jamais, parce qu'ils ont compris que le peuple ne peut compter que sur eux pour recouvrer sa dignité, pour recouvrer son indépendance, pour recouvrer son intégrité territoriale. Comme on dit en Bambara, Mali Dambé Ségué Ama. C'est sur cette voie que nous sommes aujourd'hui. Pour le reste, un gouvernement, c'est une œuvre humaine qu'il exécute. Il y a des erreurs, il y a des insuffisances, il y a les impatiences de notre peuple que nous comprenons. Et nous essayons d'y faire face comme on peut. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Comme on le dit en termes journalistiques, vous avez été un bon client. Merci. Yes. Ce débat se referme ici. En attendant d'autres forats, nous étions donc avec le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, pour parler des 100 jours passés à la tête du gouvernement. Un premier bilan pour l'équipe. Les 4 volets du programme d'action du gouvernement ont été décortiqués, ainsi que leurs points de mise en œuvre. Et j'étais avec Mohamed Ataher Alidou de Djoliba TV et Ibrahim Traoré de l'ORTM. Une grosse équipe de production de l'ORTM et de la primature vous ont servi. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.